tout ça et de rendre ça concret. Euh, L'océan, c'est le principal poumon de cette planète. On parle souvent de la forêt, mais c'est vrai que l'océan, c'est 70% de l'oxygène qu'on respire. C'est le principal puits de carbone. C'est notre principal allié contre le réchauffement climatique. Tout ça, c'est grâce à la vie marine. La vie marine, c'est une interdépendance des espèces, les unes entre elles avec les habitats marins également. Aujourd'hui, on a un cumul d'impacts, on a des menaces qui ne font que se multiplier. Donc, on a la surpêche, on a la pollution plastique, on a la pollution chimique, on a les projets industriels en mer qui se multiplient, c'est l'objet aussi d'une de nos campagnes. Et donc nous, on lutte un petit peu contre tout ça. On a quatre grandes campagnes nationales en métropole, mais également dans les dom-toms, c'est le cas à Mayotte. Donc en métropole, on va avoir l'opération Dolphin Bycatch, opération qui vise à alerter sur le sort des dauphins dans le golfe de Gascogne, qui sont victimes des engins de pêche non sélectifs. Donc on parle des dauphins, on me dit souvent que bon, ben, c'est un peu facile de sensibiliser sur les dauphins parce que ce sont des animaux qui ont un super capital sympathie et qu'on ferait mieux de se préoccuper du sort des sardines. Donc en fait, les dauphins, oui, en effet, ont un très très grand capital sympathie. Et justement, bah, c'est pas si facile que ça, hein. On pourra en reparler un petit peu après aussi. Ce qui est évident, c'est que si on n'arrive pas à sauver les dauphins, on n'arrivera pas à sauver les autres espèces de l'océan. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on a de grandes difficultés avec cette campagne et avec les dauphins, qui sont une espèce protégée, pour laquelle la France a une grande responsabilité. Mais il y a un manque de courage politique et d'ambition politique, très clairement. Donc sur ça, on n'est pas à la hauteur. L'autre opération qu'on mène, c'est l'opération Les Vents de la Colère. Là, c'est contre les projets d'éolien offshore en France. Les projets d'éolien offshore, donc on a en fait aujourd'hui des projets qui vont faire des opérations de forage dans des zones Natura 2000, dans des zones protégées, des projets qui ont obtenu des dérogations de destruction d'espèces protégées, d'espèces en danger critique d'extinction. Et ça, c'est quelque chose qui est très opaque, qui est complètement mis sous le tapis. Et donc ça, c'est aussi une de nos missions, c'est de rendre tout ça public, de vulgariser, de rendre des discours indigestes, des consultations publiques très indigestes, de les rendre un petit peu plus compréhensibles et en tout cas de mobiliser du coup l'opinion publique sur ces sujets qui ne sont pas consensuels du tout pour ce qui est de l'éolien offshore en tout cas. On a l'opération Ocean Killers, une opération bah, qu'on a relancée sur laquelle on est là depuis quelques heures. C'est une opération qui vise à mettre en lumière les pratiques des super trawlers, donc c'est ces navires usines géants qui pillent les eaux territoriales, les eaux communautaires de l'Union européenne. Et puis on a l'opération anti-braconnage de tortues à Mayotte, et sur laquelle en fait on patrouille toutes les nuits pour protéger les tortues qui sont le plus sensibles à la prédation quand elles remontent pour pondre. Euh, et elles sont braconnées pour leur chair, hein, ça alimente un marché très lucratif. Pour la viande de tortue, on n'est pas sur, c'est pas du tout de la subsistance comme on a pu nous le dire plusieurs fois. Et sur toutes ces campagnes, on participe aussi, enfin, on fait des nettoyages de plage puisqu'il y a un gros problème aussi de pollution à Mayotte. À côté de ça, on a 11 groupes locaux en France avec des bénévoles investis tout au long de l'année sur des opérations de nettoyage, des opérations de sensibilisation pour le jeune public, mais aussi pour les adultes. Sensibilisation, information, etc., etc. Voilà, donc c'est assez complet. Sea Shepherd France, c'est 98% de bénévoles. C'est important de le rappeler. On a absolument tous les profils au sein de l'association. Et moi-même, quand j'ai rejoint Sea Shepherd fin 2016,
j'ai pas particulièrement le pied marin, même si je suis originaire du sud-ouest de la France, entre le Béarn et le Pays Basque. Mais moi, j'ai toujours vu l'océan comme un terrain de jeu et pas vraiment pour ce qu'il est vraiment, hein, c'est-à-dire ben, le principal poumon de cette planète. J'étais pas vraiment éveillée à tout ça. J'ai pas de bagage scientifique. Moi, j'ai un bagage littéraire et je pensais pas du coup pouvoir avoir accès, enfin, en tout cas m'investir dans une association qui traite de sujets qui sont aussi scientifiques parce que forcément on travaille aussi pas mal avec les scientifiques sur beaucoup de sujets et c'est bien normal parce qu'aujourd'hui la communauté scientifique ben, crie dans le désert, hein, et enfin, on le voit sur beaucoup de nos campagnes, ils sont absolument pas écoutés par les politiques. Et donc moi, je pensais pas que j'allais avoir accès à tout ça avec mon bagage littéraire. Et en fait, vraiment, au sein de Sea Shepherd, et c'est le cas aussi pour d'autres associations, on peut vraiment s'investir. C'est pas parce on n'a pas, moi, j'ai pas grandi dans une famille particulièrement militante ou vraiment portée sur l'environnement. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent s'engager, vraiment, il ne faut pas se sentir coupable ou illégitime parce qu'on n'a pas grandi dans un milieu qui pourrait nous pousser à nous investir ou parce qu'on n'a pas le bagage éducatif ou enfin voilà, on pourrait se dire ben je suis pas apte ou autre. Il y en a, enfin, on propose vraiment tous les toutes les missions pour tous les profils, que ce soit dans un groupe local ou que ce soit sur une mission de terrain en mer ou à terre. Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près aux questions, s'il y a d'autres choses que vous souhaitez que je développe. Merci. Et ben peut-être qu'on va se contenter de ça pour le moment et ensuite on Et reviendra sur certains points dans les questions et dans l'échange. ça Euh, marche. merci. Virginie, est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant pour parler un peu plus précisément des actions, des activités du groupe d'action francophone pour l'environnement en Haïti? Avec plaisir, Silène, j'espère que le son passe bien. Ok, super. Je suis ravie de rencontrer Elodie. On a échangé beaucoup par mail. J'admire le travail de l'asso et je trouve que c'est vraiment remarquable et qu'on en a vraiment besoin. Silène, on se connaît puisqu'on fait partie d'Alternativa. Moi, c'est Alternativa Haïti. Elle, c'est Alternativa France, mais on reste connectés. Donc, je suis Virginie Pochon, je suis française je suis l'une des trois membres fondateurs du groupe d'Action francophone pour l'environnement, qui est une ONG haïtienne, de droit haïtien, donc, qui intervient en Haïti depuis 20 ans au plus près des communautés, au plus près des territoires. Tu l'as dit, Célène, c'est vraiment ce qui nous inspire dans notre approche du développement. Et à la différence de Sea Shepherd, nous, l'océan, pour être très honnête, c'est pas notre cœur de bataille. Nous, notre combat, notre lutte, elle se situe bien en amont, je dirais, pour empêcher que toutes ces pollutions, toutes ces agressions puissent s'exprimer sur les océans. Le GAV, c'est une ONG particulière dans le sens où elle milite pour la citoyenneté et elle le revendique de plus en plus ces dernières années au fur et à mesure que le climat haïtien se dégrade. Un climat politique qui nous amène aujourd'hui à faire le constat d'une anomie totale en Haïti puisque le gouvernement actuel n'a ni légitimité politique ni légitimité populaire, qu'on n'a aucun élu local et qu'on n'a aucun parlementaire. Donc les citoyens sont définitivement livrés à eux-mêmes et la société civile a donc toute sa place dans le paysage actuel pour exprimer ses revendications et pour pouvoir mettre en œuvre ses propositions. Nous nous sommes, au fil des années, hein, après 20 ans, et étant donné le contexte, hein, c'est vraiment important d'insister sur ce contexte, on fait le constat, tu parlais d'un constat, Silène, nous on fait le constat vraiment très cru
qu'il y a un lien définitif entre la protection de l'environnement et la démocratie, qu'il y a malheureusement des infiltrations du système néolibéral au plus haut des décisions qui concernent la planète et les citoyens. C'est extrêmement préjudiciable et grave et dangereux. On constate qu'il peut y avoir des lois, mais que si elles ne sont pas appliquées, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour cela, il faut avoir une volonté politique d'appliquer ces lois. Et il faut du coup avoir des gouvernants qui sont plus intéressés par le bien commun que par des biens privés et des biens individuels. On fait le constat ces dernières années, malheureusement en Haïti, que la précarité a déplacé les priorités des ménages et que l'environnement définitivement n'est pas une priorité. Et cette précarité explique en partie également une certaine passivité citoyenne, un manque d'engagement citoyen d'une population qui est vraiment épuisée, qui a une histoire particulière également, une histoire tragique et à la fois magnifique, puisque première république noire dans le monde, et dramatique, puisque une succession de dictatures qui a retiré définitivement aux citoyens la place qui leur revient dans la société. Et tout ceci fait qu'en Haïti, aujourd'hui, la politique est considérée comme des espaces sales, où il ne faut pas aller, il ne faut surtout pas aller. Alors donc nous, notre travail, c'est de réinventer la démocratie, de remettre le citoyen et la citoyenne au cœur des espaces de décision politique. Et ça, on le fait de préférence au niveau des territoires, puisque au niveau national, voire international, c'est quand même bien verrouillé. Et ça demande une énergie et des moyens qu'on n'a pas. Et nous, on estime en tout cas que les leviers se situent au niveau des territoires. Donc, on a plusieurs axes d'intervention, plusieurs outils, dont le pacte pour la transition écologique et sociale. Il existe en France, on l'a adapté et adopté en Haïti, et on souhaite en faire un instrument de démocratie pour la préparation des éventuelles hypothétiques élections qui devraient avoir lieu, on ne sait pas quand, mais qui auront lieu forcément quand même à un moment donné. Donc, tout autant les discussions traînent et tournent en rond autour de l'organisation des élections, il y a des organisations de la société civile qui se préparent sur les terrains, sur les territoires, pour qu'on ait enfin des représentants et qui ne défendent pas leurs intérêts ou les intérêts d'un petit groupe, mais qui représentent l'intérêt commun. On anime, le GAF anime depuis 2015 le mouvement national citoyen pour le climat Alternativa Haïti, qui regroupe à l'heure actuelle 32 groupes locaux sur l'ensemble du territoire haïtien et qui milite pour la justice climatique. Et pourquoi le fond? Parce que c'est quand même ce qui nous rassemble aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on milite contre ces ustensiles à usage unique en polystyrène expansé? C'est parce que d'une part, ils sont illégaux en Haïti depuis 2012 avec la publication d'un premier décret, puis un deuxième décret en 2013, et puis une résolution commune de plusieurs ministères en 2018. Mais ceci ne change rien puisque les intérêts sont bien trop importants sur le plan économique, puisque le styrofoam alimente les circuits mafieux de corruption qu'on retrouve au plus haut des pouvoirs politiques et surtout qu'il symbolise exactement ce système néolibéral là qui sert pas à grand chose. Cette boîte, elle sert pas à grand chose. Elle sert quelques secondes et elle met des centaines d'années à se dégrader, en sachant qu'elle ne se dégrade jamais totalement, puisque Élodie pourra le confirmer, et on l'a vu hier avec les scientifiques qui ont témoigné, c'est que il se disloque en infimes particules qui contaminent les chaînes alimentaires et donc du coup qui nous contamine nous également consommateurs finaux. Il est le symbole d'une société de consommation, du jetable, du vite,
et qui est complètement en opposition, en contradiction avec des valeurs culturelles très très fortes en Haïti et, et parmi lesquelles on pourrait trouver des solutions. C'est ça qui est quand même dramatique, c'est que cette boîte, elle a un impact sur la déculturation de la société haïtienne. Et c'est vraiment triste, en fait. Il est un produit pétrolier, donc il contribue largement au dérèglement climatique, surtout quand il est transporté sur de très très longues distances, puisque Haïti ne produit pas le styrofoam. Haïti l'importe des États-Unis et de la République dominicaine voisine. Voilà, il induit des comportements totalement irrationnels, puisqu'aujourd'hui, on a une génération en Haïti qui ne conçoit pas de vivre sans boîte. Alors, qu'elles sont en styrofoam, en carton ou en ce qu'on veut, il faut une boîte. Et c'est là le drame de nos sociétés modernes. Et enfin, puisque Haïti est une île particulièrement montagneuse, c'est là où je rejoins Élodie, c'est que définitivement, dès qu'il pleut, et les boîtes se retrouvent dans les océans et polluent les océans, les chaînes alimentaires, et ça c'est Élodie la spécialiste, je lui laisse ce discours, mais surtout aussi des relations de voisinage. Faut pas l'oublier parce que on va vivre des moments dramatiques avec la raréfaction de l'eau, de la ressource en eau, ça c'est une évidence, on la constate déjà. Mais en contaminant les espaces marins de nos voisins, ça peut créer aussi des conflits. Et je pense que la question de conflit, de voisinage, euh, d'usagers, elle est aussi importante à aborder. Donc, je ne sais pas moi non plus si j'ai fait le tour des questions, mais on peut lancer la discussion. Merci. Je vous invite, les participantes et participants, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à peut-être les écrire dans le chat et ensuite je vous donnerai la parole pour que vous puissiez les poser à l'oral, mais ça évite qu'on soit plusieurs à essayer de prendre la parole en même temps et que du coup ça soit un petit peu compliqué à gérer. Si c'est possible pour vous, je vous invite à faire ça. Ou à écrire je souhaite poser une question dans le chat et comme ça je vous donne la parole. Ce qu'on va faire, Silène, pour les questions, c'est qu'on va les Ouais. afficher à l'écran, en fait. Je vais les prendre dans le chat et je les mets à l'écran, comme ça tout le monde peut les voir. Ok, très bien. Alors on fait comme ça. En attendant que vous prépariez vos questions, moi j'en ai quelques-unes. Alors d'abord, Virginie, tu as parlé justement de la pollution des chaînes alimentaires. Est-ce que Élodie, tu peux nous en dire plus là-dessus? Comment est-ce que ce plastique va polluer toute la chaîne alimentaire? Bien sûr, bah, en fait, le plastique, donc en effet, il va se disloquer en tout petits morceaux, il va être ingéré aussi par des grands prédateurs qui vont se nourrir de plus petits prédateurs qui auront eux-mêmes ingéré du plastique. Enfin, en fait, on a pollué toute la chaîne alimentaire marine. On a pollué aussi une partie de la chaîne alimentaire terrestre, hein. C'est la même chose à terre, puisqu'aujourd'hui, on sait que le plastique et les microparticules de plastique se déplacent aussi dans l'air. On en a retrouvé par exemple au sommet des Pyrénées, en Ariège, en pleine zone Natura 2000. Donc, on sait qu'ensuite, à la fonte des neiges, ça va rendre les courants. Donc, ça va... donc, en fait, tout est lié. Et dans l'océan, c'est exactement la même chose, tout est lié. On pourrait se sentir, par exemple, je ne sais pas, en France métropolitaine, se sentir détaché d'un problème de pollution plastique qu'on pourrait avoir à Haïti, mais qu'on pourrait aussi avoir à Mayotte, qu'on pourrait avoir en Chine. Enfin, mais en fait, tout est lié, tout circule. On a des espèces migratrices qui vont être forcément concernées aussi. On a des espèces endémiques qui vont être les premières à trinquer parce qu'elles évoluent directement dans le milieu qui est concerné. On a les habitats marins qui sont détériorés. Et tout est lié, c'est vraiment cette interdépendance des espèces les unes avec les autres qui fait que tout ça, c'est très fragile. Et quand on consomme du poisson, ben, l'humain en ingère aussi. Au niveau des études, ce qu'on sait, dans celles qui sont sorties, on l'entend souvent, c'est 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc celle-ci, on l'entend, mais il y a d'autres études
qui sont aussi en train d'être faites, qui peuvent faire peur, mais qui sont quand même assez importantes. C'est jusqu'à quand le poisson sera propre à la consommation? À partir de quand il deviendra impropre à la consommation? Aujourd'hui, on a des populations qui en dépendent pour leur survie. On parle de pêche de subsistance. Nous, en France métropolitaine, c'est pas le cas. On a une pêche dite commerciale, mais sur des espèces qui en dépendent, et des espèces qui dépendent vraiment du poisson. On a des populations qui dépendent vraiment du poisson. Donc tout ça, ça va forcément avoir un impact. Chaque espèce a une importance capitale dans la chaîne alimentaire. Si on vient à menacer ne serait-ce qu'un maillon de la chaîne, en fait, c'est toute la chaîne qui va être impactée. Et nous, à la fin, pour deux raisons, donc c'est pour ceux qui consomment du poisson, mais aussi, comme je le disais, l'océan est le principal fournisseur d'oxygène. Et tout ça, c'est grâce à la vie marine, aux habitats marins et aux espèces marines. C'est le principal puits de carbone, principal allié contre le réchauffement climatique. Et donc, nous, on a un mantra au sein de Sea Shepherd, ce que Paul Watson dit, et c'est malheureusement très simple, très triste et très vrai, c'est que si l'océan meurt, nous mourrons. Voilà, c'est aussi factuel et aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on a la pollution plastique qui est un sujet qui est pourtant très consensuel. Et quand on parle avec, c'est vrai, des gens autour de nous, mais tout le monde se dit, mais bien sûr que on est absolument contre le plastique, etc., etc. Et pourtant, il n'y a rien qui bouge parce qu'on a en effet un manque de courage politique, parce que c'est le plastique à usage unique, c'est un gain de temps, c'est facile, c'est pas cher, sauf que c'est l'environnement qui en paye le prix, c'est l'océan qui en paye le prix. Et c'est pas l'océan et nous, c'est pas la nature. Et nous, on fait partie de la nature. On n'est pas à part. Il n'y a pas de planète B. On arrive, c'est vrai que les gens se disent on en a marre de ces discours alarmistes, etc., etc. Mais à un moment, on doit alarmer, on tire la sonnette d'alarme. Elle est tirée depuis des dizaines d'années, si ce n'est plus par rapport au plastique. Et c'est vrai que non, aujourd'hui, c'est plus possible en tout cas de voir et de laisser faire certaines choses. Et je comprends complètement ce qu'a dit Virginie. On a une précarité, on a une passivité qui vient s'installer. Et l'environnement passe en dernier. Et c'est ça qui fait peur parce que l'environnement doit toujours passer en premier parce que c'est lui vraiment qui nous maintient. Euh, et j'espère en tout cas, enfin, nous, on voit des prises de conscience. Des prises de conscience, j'en vois vraiment tous les jours. Mais ce qu'il faut, c'est la mise en action, en fait, de cette prise de conscience, que tout ça arrive. Et on peut voir naître dans certains pays des lois qui vont être vite mises comme étant, enfin jugées comme impopulaires parce que, en fait, elles vont aller contre l'industrie qui va tout de suite venir soit caricaturer. Nous, on l'a eu par exemple quand on a parlé de certains projets de loi qu'on voulait mettre parce qu'on travaille aussi sur ça, hein, faire évoluer des lois. Et en fait, on nous dit, mais en fait, vous voulez revenir à la lampe à l'huile. C'était le discours du président Emmanuel Macron, le modèle Amish. En fait, c'est toujours d'aller apporter une caricature pour aller justement casser en fait ce discours et essayer de casser les efforts. Et ça, forcément, c'est quelque chose, il ne faut pas tomber dans ce panneau parce qu'on sait très bien que derrière, en fait, il y a des lobbies qui sont très, très puissants, qui, eux, ont vraiment un intérêt pécunier à voir le plastique rester. Enfin, là, on parle du plastique, mais c'est le cas pour des quotas de pêche, pour, par exemple, l'interdiction, enfin, des fermetures spatio-temporelles pour préserver les dauphins. On a des lobbies qui vont aller contre ça. Donc, dès qu'on veut faire passer des lois qui vont dans le bon sens, en tout cas dans le sens du bien commun, puisque l'océan est un patrimoine commun qui ne peut pas euh, pâtir d'intérêts privés pour quelques-uns au détriment de l'intérêt de tous. On a ces lobbies qui viennent faire pression. Donc, nous, on a vraiment besoin de l'opinion publique pour nous aider à faire pression, pour voilà, qu'on soit en nombre et qu'on soit entendu. Euh, voilà, bon, j'ai un peu extrapolé sur la question, mais ça, c'était important, je pense, de parler de tout ça.
Eh ben, merci. Et justement, les derniers éléments que tu as donnés permettent de faire la transition avec la question d'un ou une participante. Quels sont les éléments clés d'une approche pour une citoyenneté engagée? Est-ce que Virginie, tu as des éléments de réponse là-dessus? Oui, parce que je rebondis en même temps sur ce qu'Élodie dit. La prise de conscience. L'engagement, c'est la traduction d'une prise de conscience. Et la prise de conscience, si elle ne débouche pas, si elle ne se traduit pas en action et en action politique, c'est pas une prise de conscience. Donc c'est un travail énorme de faire, de pouvoir faire prendre conscience aux gens des conséquences de leur choix. Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une société où tout va bien, il n'y a aucun problème, et on trouvera les solutions plus tard. Et les solutions, elles seront technologiques, je ne sais pas, on ira sur Mars, on ira vivre sur une autre planète, on ira sur la Lune, j'en sais rien. Donc, pourquoi remettre en question un mode de consommation, un mode de vie hyper pratique, facile, comme on l'a dit tout à l'heure, sans mesurer les conséquences pour demain, parce que c'est même plus pour demain, quoi. C'est en fin d'après-midi, les conséquences, elles sont déjà là, on les mesure, on les connaît. Le changement climatique, maintenant, on ne peut plus le nier, sauf quelques présidents qui n'ont pas envie de voir la réalité en face. Mais la question de la prise de conscience, c'est ça l'élément clé. Pour moi, c'est l'élément clé d'une approche pour une citoyenneté engagée. C'est vraiment d'accompagner les individus, les citoyens et les citoyennes, surtout les jeunes, je dirais, même si ça fait un peu cliché, à cette prise de conscience parce que, et encore une fois, c'est vraiment le déclencheur de l'action. Et pour le GAF, en tout cas, l'action, elle doit avoir une dimension politique forte au niveau des territoires. Et il faut vraiment que les citoyens et les citoyennes se réapproprient l'espace politique pour qu'enfin on puisse avoir des politiques publiques qui correspondent à des problèmes de société, à des enjeux environnementaux, globaux et locaux d'une importance dramatique, je dirais, pour la survie de notre espèce, comme le disait Elodie. Oui, effectivement, on en a marre des discours fatalistes. Le fait est qu'on est quand même sacrément mal barré et que si on ne prend pas les choses en main, nous, les citoyens et les citoyennes, il ne faut peut-être pas trop compter sur les pouvoirs publics pour prendre les choses en main, puisque leurs agendas ne sont pas convergents avec. Ok, merci. On a une question suivante. Une fois qu'on a réussi à impliquer les citoyennes et citoyens, qu'est-ce qu'on leur propose? Et la question, c'est est-ce que le GAF a un plan pour éradiquer les déchets plastiques en Haïti, de concert avec le MDE Haïti? Virginie, c'est encore pour vous. Bah, définitivement, c'est capable d'avoir un plan pour éradiquer. Allô? Oui, ça Ça coupe un passe? peu. Ouais, là, ça a l'air de Oui. marcher, là. Vas-y. Oui, non, c'est pas au GAF d'avoir un plan pour éradiquer les déchets plastiques en Haïti. Il suffit surtout que le ministère de l'Environnement assume ses responsabilités et fasse appliquer les lois et les décrets qui ont été promulgués. Ça, c'est la responsabilité directe des pouvoirs publics. Alors, la société civile est tout à fait disposée à travailler avec les autorités. Encore faut-il que ces autorités témoignent d'une quelconque volonté à éradiquer les problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Sinon, on ne verrait pas de styrofoam en Haïti. Et oui, on évoquait tout à l'heure la corruption. En fait, c'est là le problème en fait de ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les circuits mafieux de corruption. En fait, on se sent un peu démuni peut-être en tant que citoyen d'Haïti. Qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ce système mafieux? Le dénoncer. Le dénoncer. Et puis, juste pour illustrer ce que je dis, c'est qu'on a 32 groupes locaux Alternatiba et on a décrété la journée du 10 juillet, journée nationale de mobilisation citoyenne contre le styrofoam. Et depuis 2019, chaque 10 juillet,
les groupes locaux se mobilisent pour mener des actions collectives citoyennes. En quoi, le 10 juillet, Merci. Juste un 22 petit... groupes locaux. Ah, on t'entend plus. Est-ce que vous entendez Virginie ou est-ce qu'il y a comment qu'elle ne l'entend pas? Non, ça coupe par moment, oui, en effet. Oui, là, je sais... j'espère Euh, qu'elle a terminé. je lui demande de couper sa caméra, voir si ça c'est mieux au niveau du flux. Ok, Du coup, on va prendre des questions qui sont plutôt pour Elodie. d'accord. Juste avant, j'aimerais peut-être faire un point parce que je reçois des questions en privé de participants et du coup, elles ne s'affichent pas dans la liste des questions. Donc peut-être reclarifier comment est-ce que les participants posent leurs questions. Est-ce que quelqu'un peut le redire? Oui, tout à fait. Il faut me les adresser à moi, à Benjamin. Et comme ça, Ok, merci. c'est moi qui les mets dans l'écran après. Alors, si vous avez des questions, faites-les parvenir à Benjamin. Merci. Merci. Alors, peut-être une question. Alors, Elodie, alors, on peut vous la poser. Ça ne concerne pas directement l'océan, donc à voir. Mais la question, c'est, en plus d'empêcher la filtration normale des sols, quelles sont les autres conséquences des déchets plastiques sur l'agriculture? Donc, c'est plus en amont de la pollution océanique. Mais peut-être Ouais. que si chez Vert France, il y a quand même des éléments de réponse. Bah, en fait, c'est la même chose que la chaîne alimentaire terrestre et notamment, ça peut être aussi bien les insectes que des oiseaux qui sont des pollinisateurs aussi, vont être impactés par le plastique ou des microplastiques ou autres. Donc, ça va bien entendu avoir un impact. Mais c'est surtout, on peut parler par exemple, soit pour l'agriculture, pour l'océan, pour les forêts. Enfin, c'est pas, il faut avoir conscience d'une chose, on va avoir bien entendu la pollution plastique, euh, mais il faut se dire, c'est un espèce de cocktail, en fait, de menaces qui se succèdent et qui font aujourd'hui qu'on a une espèce de super menace. Dans ce cocktail, on va avoir la pollution plastique, la pollution chimique, le réchauffement climatique, la disparition de certaines espèces, donc cette baisse de biodiversité, la perte des habitats naturels, qui est aussi une des premières causes de disparition des espèces. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on va avoir une menace sur l'agriculture, sur les océans, sur les forêts, et donc sur tout ce qui fait qu'on a une planète habitable. Et pour ce qui est de l'agriculture, on, on peut en plus se nourrir. Donc, au niveau du plastique, c'est ça, en fait, ça va se détériorer en plein de microparticules. Par exemple, pour avoir conscience en fait à quel point ça va loin. Euh, on a retrouvé au fond de la Méditerranée des microparticules qui ont été analysées, qui correspondent à du polyester textile, qui était en fait passé, qui passe à travers les filtres des machines à laver, qui ne sont absolument pas équipés pour filtrer les microparticules de plastique. Donc le textile, par exemple, a aussi des conséquences, un impact absolument énorme sur la pollution des océans. Mais on retrouve aussi ces mêmes particules, parce qu'avant, elles passent au niveau des rivières, des cours d'eau, etc., au niveau des champs pour l'agriculture. Donc, ça va avoir un impact sur les insectes, sur les oiseaux, les pollinisateurs en général, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la partie terrestre, qui de toute manière, c'est la même chose que l'océan, mais transposé à terre.
Et encore une question pour Elodie. Comment est-ce que la lutte contre la pollution marine voit les projets d'usines de désalinisation et leur impact sur les écosystèmes marins? Alors, nous, on nous a alerté sur ça, c'est assez récent. Il y a deux choses. C'est dans ce qu'on a vu, mais on est vraiment enfin, au tout début de la lecture des études qui sont assez rares d'ailleurs hein, sur ça. Il faut voir dans le temps. Il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est que si on ne sait pas en fait à quel niveau ça va impacter l'océan, si on prend le cas de l'océan, bah, en fait, on s'abstient de mener ce projet. Et que ce soit pour l'éolien offshore ou les usines de désalinisation, c'est au final assez récent dans ce qu'on a lu. Et ça perturbe en fait le taux de salinité qui est déjà naturellement présent dans l'eau. Donc forcément, oui, ça va impacter le milieu. Euh, J'aurais du mal à dire plus de choses sur le sujet. Pourquoi? Parce que on est vraiment au tout début des études. Si des personnes ont envie de nous partager des documents sur le sujet, il ne faut pas hésiter. Enfin, nous, on est toujours très, très preneurs de ça. Nous envoyer ça par mail à contact@seashepherd.fr. Si vous allez sur notre site internet, vous verrez le mail tout de suite. Mais en tout cas, c'est pas sans conséquence. À partir du moment où on va avoir une activité humaine, surtout quand on est sur des usines de ce type, bien entendu, c'est pas sans conséquence sur le milieu marin ensuite. D'accord, merci. Alors, encore une question pour Elodie et après on reviendra vers Virginie. Euh, Là, la question porte sur, on entend beaucoup parler d'air marine protégé, air maritime protégé. Et c'est quoi en fait l'efficacité de ces dispositifs dans la lutte pour la protection des océans? Alors, les aires marines protégées, AMP, c'est sur le- c'est censé être quelque chose de très bien. Dans la réalité, c'est une mascarade parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on appelle des protections de papier. C'est-à-dire qu'on a des aires marines dites protégées sur lesquelles, par exemple, sont autorisées des méthodes de pêche industrielles et très destructrices. Et donc, on pourrait se dire, mais du coup, ouais, une aire marine protégée. En fait, pour, euh, pour l'État, on a mis en fait en face de ces appellations d'aires marines protégées, bah, en fait très peu de contraintes, mais ça permet d'avoir 30% d'aires marines protégées, de pouvoir atteindre ces 30% d'aires marines protégées pour répondre à des exigences et puis pour dire que la France est bonne élève sur le sujet, mais au final, une vraie aire marine protégée. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle une aire marine protégée intégrale. On en a deux en France. C'est des micro-zones, c'est vraiment des tout petits points. C'est au niveau du parc des Calanques, une toute petite zone du parc des Calanques, et puis la réserve de Banyuls-Cerbère. Les deux sont en Méditerranée. Et en fait, c'est que ces deux zones dans lesquelles on ne peut pas avoir d'activité de pêche et pas d'activité humaine. Voilà, c'est deux zones qui sont complètement. Voilà. Donc on pourrait dire c'est génial, oui, et oui, c'est génial, mais en fait, c'est vraiment une zone qui est tellement minime. euh, en soi, c'est malheureusement assez risible parce qu'on pourrait dire bah, elles ont le mérite d'exister. Oui, mais vraiment, si vous regardez sur une carte leur taille par rapport à la zone de la Méditerranée, c'est là que ça devient en effet assez risible. Et sur le reste des aires marines protégées, on a même, on a même vu qu'il y avait eu plus d'activités de pêche intensive en fait sur des aires marines protégées qu'en dehors. Aujourd'hui, on autorise des projets industriels de forage d'usines éoliennes sur des aires marines protégées. Donc malheureusement, ça ne veut rien dire. Il faut faire évoluer ça. Alors comment on fait évoluer ça? Eh ben, on attaque le gouvernement.
On peut l'attaquer au niveau européen, on peut l'attaquer au Conseil d'État. Et ensuite, la France est condamnée. Est-ce que la France, malgré les condamnations, rectifie le tir ou pas? Nous, en tout cas, on a gagné contre l'État, par exemple, c'était des captures de dauphins, puisqu'on a réussi à faire condamner la France pour inaction sur le sujet des dauphins, une espèce protégée pour laquelle la France a une responsabilité. On a fait condamner la France qui, au final, bah non, ne va rien faire sur le cas des dauphins. C'est vrai que c'est un vrai combat, hein, pour le coup, sur ce sujet. Donc, on peut se douter que pour toutes euh, les autres thématiques, les aires marines protégées, le plastique ou autre, c'est un, c'est un long combat, mais qui mérite d'être mené, en tout cas qui est mené par des personnes motivées qui ne lâcheront pas. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle dans ce paquet de choses qui ne sont pas très joyeuses dans tout ce que je viens de dire. Oui, et au-delà de ça, tu disais un peu au fil de ta présentation que de toute façon, tout communique aussi dans les océans. Donc, les aires marines, elles peuvent être protégées dans le sens où on n'a pas forcément le droit de pêcher dessus, ce qui n'est pas toujours le cas, comme tu viens de le dire. Mais Mm. dans tous les cas, ça les protège pas des pollutions plastiques, quoi. Ah non, dans tous les cas, au niveau du plastique ou même de la pollution chimique, ou aussi aujourd'hui, on voit aussi des déplacements de population de certaines espèces de mammifères marins ou de poissons qui se déplacent à cause de la raréfaction du poisson au large. Enfin, l'océan, il est aussi en train de changer plus vite que ce qu'on pensait, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, une bonne nouvelle. Mais qu'on ait des aires marines protégées ou pas, il y a certaines choses qui, dans tous les cas, seront un jour inévitables si en face, on ne met pas des lois et des mesures réellement courageuses et engagées pour préserver le milieu marin de toutes les différentes menaces, la surpêche, le plastique, pollution chimique, etc. etc. Ok. Euh, Virginie, on peut revenir vers toi. J'espère qu'on t'entendra tout à l'heure. Ça a un peu coupé. J'espère que là, on entendra mieux. Une question qui porte sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour limiter les importations de tous ces produits polluants qui ne sont pas indispensables. Donc l'importation en Haïti, en l'occurrence, j'imagine. J'espère que vous m'entendez. Là, ça marche. Ok, bah, je suis sur un téléphone. Tout simplement d'appliquer la loi. C'est ce que Elodie dit, et c'est ce que je dis aussi, c'est que les lois, elles doivent être pour le bien de la communauté. Ces produits sont interdits par la loi, faisons respecter la loi, que la douane assume ses responsabilités et empêche ces produits d'entrer en Haïti. Haïti a été l'un des premiers pays de la Caraïbe à bannir le styrofoam. Donc ça, à l'époque, c'était remarquable. Le problème, c'est que, comme Elodie le dit pour les aires marines protégées, c'est pareil pour toutes les lois qui ne sont pas appliquées et qui ne sont pas contraignantes, puisque Elodie te dit que même si l'État français a perdu, ben, ils vont rien faire de plus. Ok, voilà, on est dans ce monde-là, on vit dans ce monde-là. Donc définitivement, si les citoyens et les citoyennes se bougent pas, ça va pas bouger. Pour revenir juste à ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est pas décourageant, non, c'est au contraire une source de motivation terrible de se battre pour ce qui est juste, je trouve, et ça fédère tous ceux et toutes celles qui ont envie que les choses changent. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque dramatique pour l'humanité, mais dramatique dans, pour toutes les espèces, hein, pour tout le vivant, et que si on fait rien, ça va être terrible. Donc moi, je suis pas fataliste, je suis pas résignée. Moi, je pense que notre force, elle est dans le combat. C'est effectivement assez, enfin, déséquilibré comme combat, hein. Je pense que Élodie, Silène, vous êtes bien placés pour confirmer que c'est vraiment compliqué. On n'a pas les mêmes moyens, on joue pas sur les mêmes terrains, on n'a pas les mêmes leviers, on n'a pas les mêmes appuis, mais néanmoins, on lâche rien. C'est ce qu'Élodie te dit. Alternativa, c'est pareil, on lâche rien parce que si on lâche, c'est fini.
Donc, moi, j'ai pas envie de lâcher. Moi, ce combat, il me donne de la force. Il me permet de rencontrer des gens magnifiques avec qui on mène une lutte qui est vraiment juste. Et ce que je disais, je sais pas si vous l'aviez entendu, c'est que le 10 juillet a été décrété Journée nationale de mobilisation citoyenne contre le styrofoam en Haïti. Et que le 10 juillet 2023, dans le contexte que j'avais posé tout à l'heure, eh ben, il y a 22 groupes locaux Alternatiba qui ont porté plainte auprès de 11 juridictions. Donc pour l'instant, on porte plainte au niveau local puisqu'on n'a pas de gouvernement légitime. Mais le jour où on aura un gouvernement légitime, effectivement, comme Elodie, comme Sea Shepherd, comme d'autres organisations, on attaquera l'État pour inaction parce que c'est de sa responsabilité. Et il faut juste lui rappeler sa responsabilité. Voilà. Donc, on en est là. Euh, voilà. Eh ben, merci pour ce message plein d'espoir finalement, malgré les difficultés. Il y a une autre question, je pense qu'elle peut s'adresser à toutes les deux, à la fois Sea Shepherd France parce que vous avez peut-être des partenaires et à la fois le GAF parce que vous êtes sur place. Est-ce qu'il y a des ONG équivalentes à Sea Shepherd dans les Caraïbes? Alors moi, je pourrais pas répondre à cette question parce que je connais pas le tissu associatif local, donc je vais pas mentir et inventer des noms. Par contre, des associations, je pense qu'il en existe. Euh, et c'est enfin, moi, avant de rejoindre Sea Shepherd, j'ai testé plusieurs associations parce que c'est important aussi de vraiment de se sentir bien, de sentir que ce qu'on fait correspond à ce qu'on est, surtout quand on veut vraiment s'investir et y consacrer beaucoup de temps. Donc, c'est important de toute manière, peu importe le nom de l'association, c'est surtout le contact qu'on va avoir avec les personnes qui sont investies localement, de sentir voilà, qu'on va être épanoui et qu'on va pouvoir se réaliser avec surtout ouais, voilà, des personnes motivées qui vont rester positives. Voilà. Mais peut-être que Virginie connaît plus le tissu associatif local que moi. Je ne me hasarderai pas parce que c'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, l'océan, c'est pas notre terrain de jeu, puisque nous, on intervient vraiment sur la citoyenneté. J'ai des noms, mais ne connaissant pas les actions concrètes, je préfère me réserver. Sinon, ça veut dire qu'il faut monter une association localement. Voilà. Malheureusement, je crois qu'il n'y aura jamais trop d'associations pour préserver l'environnement. Oui, et puis après, je sais pas d'où vient la personne qui a posé cette question, mais ça peut être aussi de rejoindre le GAF pour effectivement, c'est pas la même, c'est pas le même créneau, disons, que Sea Shepherd, mais comme on l'a dit dans les présentations tout à l'heure, c'est aussi une façon de lutter en amont, avant la pollution des Ouais, océans. Et en fait, les combats sont complémentaires, disons. tout à fait. On a une dernière question, il nous reste 8 minutes, donc il y a encore le temps pour une ou deux autres questions max, donc n'hésitez pas. Sinon, moi j'en ai sous le coude que je peux poser. Et donc la dernière, qui s'adresse aussi à vous deux d'ailleurs, on dit souvent que le combat citoyen pour l'environnement n'implique pas les classes populaires, et Virginie, tu parlais des familles en situation de grande précarité en Haïti pour qui du coup l'environnement n'est pas forcément une priorité. La question, ça se porte justement sur quel est votre retour, les retours de vos organisations sur cette question-là. Peut-être que Virginie, du coup, tu peux commencer. Oui, oui, oui. C'est une thématique qu'on avait abordée lors d'un webinaire précédent sur la transition écologique vers la transformation démocratique. Et effectivement, nous, on se sent pas forcément trop concerné par ce dilemme parce que je constate que ce soit au sein d'Alternativa Haïti ou à travers le réseau national d'organisation de la société civile revendicative en Haïti, je constate vraiment une diversité sociale, économique, culturelle, géographique assez équilibrée.
Donc, je pense que le combat citoyen, c'est pas forcément qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'éducation, de conviction, de sensibilité, et que le combat citoyen pour l'environnement, il peut s'exprimer à plusieurs échelles, au niveau du foyer déjà, dans ses choix de consommation, au niveau associatif, au niveau des territoires. Mais c'est vrai que cette distinction-là, non, je ne la ressens pas spécialement dans les groupes avec lesquels je milite en Haïti. Merci. Et Elodie, est-ce que Sea Shepherd France, on a une autre vision? Non, nous, on a absolument tous les profils. On a beaucoup d'étudiants avec très peu de moyens. On a des jeunes adultes aussi qui sont ce qu'on appelle en effet la classe populaire. On a tous les profils, tous les, euh, tous les milieux. Donc, non, et de toute façon, enfin, c'est une cause, tout le monde est concerné. Euh, et donc, tout le monde doit participer. Euh, Nous, le principal critère qu'on demande, c'est le temps et bien entendu la motivation. Il y a une phrase d'Alice Walker qui est assez juste, qui dit l'activisme, c'est c'est le loyer que je paye pour habiter cette planète. Et ça montre que en fait, c'est absolument pour tout le monde. Enfin, oui. Et le tissu associatif, et même enfin, sur les associations que je peux voir autour, il y a absolument tous les profils. Et les jeunes étudiants, les personnes célibataires, les personnes avec peu de moyens, je les vois vraiment sur le terrain et je les vois très investis. Donc, il n'y a pas d'opposition de ce côté-là. J'aimerais ajouter quelque chose, si c'est possible. C'est qu'au-delà de ça, je trouve que les espaces dans lesquels on milite sont très, très positifs. Et en fait, ils permettent d'affronter des difficultés, ils permettent de se ressourcer, ils permettent de se renforcer, ils permettent de se distraire aussi. Et du coup, ça donne au quotidien parfois difficile une petite couleur, une petite lueur d'espoir. Donc, ces espaces de militance, ils sont, on est dans la militance, ça c'est sûr, mais aussi on est dans le lien social, on est dans l'échange, on est dans la rencontre de l'autre et de se renforcer mutuellement par les temps qui courent, ça fait vraiment du bien. Merci. Et bien du coup, c'est l'heure de conclure. J'ai préparé une petite conclusion des points qui sont ressortis de nos échanges que je vous propose. La première chose, c'est à retenir, c'est sans doute qu'on peut s'engager, quelles que soient nos compétences. Élodie l'a évoqué, Virginie aussi. Il y a pas d'illégitimité ou de se dire qu'en fait, on ne sait pas trop à quoi on va servir. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des missions qui sont vraiment adaptées selon différents profils et on peut agir par des recours juridiques ou des études scientifiques, mais aussi via de la mobilisation, de la sensibilisation, organiser des nettoyages de plages, comme on l'a pu l'évoquer. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et il ne faut pas hésiter à rejoindre les organisations qui militent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le combat en amont, comme propose le groupement, le groupement d'action francophone pour l'environnement, euh, sur les causes, disons, et c'est complètement complémentaire du travail plus aval que fait Sea Shepherd sur la préservation des océans. Donc, quel que soit l'endroit où on s'engage, en fait, les luttes sont complémentaires. Et le troisième point que je voudrais évoquer, c'est que Virginie, tu l'as dit, en fait, il faut on n'a pas tellement le choix, il faut y aller, il faut rien lâcher, et en fait, ces luttes-là sont indispensables. Donc, et en plus, elles apportent, tu le disais à l'instant, elles apportent aussi beaucoup d'espoir et ça fait du bien, quoi, de s'engager, parce il faut se battre contre ces systèmes mortifères, quoi. Voilà, il est 29, il est temps de se quitter. Je vous remercie toutes et toutes pour votre participation. Merci Virginie, merci Elodie.
Et Merci. merci Benjamin pour les questions et le GAF pour l'organisation de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et rejoignez toutes les organisations qui sont à côté de chez vous et qui vous parlent. On a besoin de vous. Merci Elodie, merci Silène. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Elodie.